Connaissez-vous ce moment où, au réveil, vous savez avec une certitude qui défie toute logique que tout a changé? La relation est terminée. Le travail ne vous convient plus. Votre ancienne version a disparu du jour au lendemain, sans processus graduel, sans accumulation de prise de conscience thérapeutique, sans lent effort pour gagner en courage. Vous vous êtes endormi, une personne. Vous vous êtes réveillé, une autre. Et tout le monde agit comme si c'était parfaitement normal, comme si laisser mûrir le problème n'était qu'une expression vide de sens. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé pendant votre sommeil n'était ni un travail mental, ni une guérison émotionnelle, ni une résolution inconsciente de problèmes. C'était quelque chose d'infiniment plus profond et plus troublant. Un véritable saut quantique de conscience. Carl Jung le savait. Avec la lucidité de celui qui chemine entre le monde visible et l'invisible, il percevait que la psyché humaine n'évolue pas de façon linéaire, comme une échelle que l'on gravit marche par marche. La transformation authentique s'opère par bonds abrupts, par rupture soudaine de continuité, par moments de discontinuité radicale où l'ancien soi cesse tout simplement d'exister et où un nouveau soi émerge instantanément, sans passer par l'état intermédiaire. Jung appelait cela l'individuation, mais ce qu'il décrivait en réalité, c'était le phénomène quantique de la conscience se réorganisant en schémas entièrement nouveaux, sans transiter par l'état intermédiaire. En ce moment même, à l'intérieur de votre corps, des électrons accomplissent un phénomène qui défie toute intuition quant au fonctionnement de la réalité. Ils se téléportent entre différents états énergétiques, sans traverser l'espace. Un instant, ils sont ici. L'instant d'après, ils sont là. Et jamais, en aucune circonstance, ils n'occupent l'espace entre ces deux points. Il ne s'agit pas d'une métaphore, ni de poésie. C'est un phénomène physique expérimental vérifié des milliers de fois. Et vous, consciemment ou non, vous avez fait exactement la même chose tout au long de votre vie, chaque fois que vous êtes devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Chaque fois qu'un déclic s'est produit et que vous avez soudainement tout perçu sous un angle radicalement différent. Chaque fois que ce conflit intérieur qui vous tourmentait depuis des mois s'est résolu instantanément, sans prévenir. Il ne s'agissait pas d'une évolution graduelle, il ne s'agissait pas d'un progrès linéaire, il s'agissait d'un bond quantique dans la structure de votre conscience. Et si cela vous semble trop absurde pour être vrai, préparez-vous, car ce qui suit va bouleverser votre compréhension de qui vous êtes et de qui vous pouvez devenir. L'un des pères fondateurs de la mécanique quantique a consacré toute sa carrière à tenter de prouver que cela était impossible. Il abhorrait les sauts quantiques avec une ferveur quasi religieuse, les comparant à des superstitions médiévales, à des constructions d'un esprit primitif, incapable d'accepter l'élégance continue de la nature. Il s'appelait Carl Jung, et il avait complètement tort. Nous l'avons finalement prouvé, nous avons observé des sauts quantiques en plein vol, nous avons prédit leur survenue avant même qu'ils ne se produisent. Et plus impressionnant encore, nous sommes parvenus à les inverser en cours de processus. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que la version de vous-même entière, alignée, puissante et libre, celle que vous recherchez après des années de thérapie, de développement personnel, de méditation et d'efforts acharnés, n'a pas besoin d'être construite lentement, brique par brique. Elle existe déjà maintenant, en cet instant précis, en superposition quantique avec qui vous êtes maintenant. Vous n'avez pas besoin de devenir cette personne au terme d'une longue transformation progressive. Il vous suffit d'apprendre à faire le saut. Et Jung, le navigateur des archétypes et des symboles éternels, a toujours su que ce saut ne s'opère ni par la raison, ni par la volonté consciente, mais par une plongée dans les profondeurs de l'inconscient, là où les lois de la physique newtonienne ne s'appliquent plus, et où la simultanéité remplace la causalité linéaire. Laissez-moi vous expliquer. Revenons à 1913. Un brillant physicien danois du nom de Niels Bohr venait de résoudre l'une des plus grandes énigmes scientifiques de son époque. Lorsqu'on prend un simple tube contenant un gaz, de l'hydrogène par exemple, et qu'on y fait passer un courant électrique, un phénomène extraordinaire se produit. Le gaz émet de la lumière, mais pas un arc-en-ciel continu. Il produit plutôt des bandes lumineuses nettes et spécifiques, à des fréquences précises, toujours les mêmes, invariablement identiques. Pourquoi? Les scientifiques se sont creusé la tête sur cette énigme pendant des années sans trouver de réponse satisfaisante.
Bohr eut alors une idée radicale, une intuition qui aurait fait sourire Jung, complice. Et si les électrons des atomes ne pouvaient posséder une énergie arbitraire? Et s'ils n'existaient qu'à des niveaux d'énergie quantifiés spécifiques, comme les barreaux d'une échelle au lieu de suivre une pente douce et continue? Un électron pourrait se trouver sur le 3e ou le 5e barreau, mais jamais sur le 3e, 7. Et lorsqu'il passerait d'un niveau à l'autre, il émettrait ou absorberait un photon, un paquet de lumière, correspondant exactement à la différence d'énergie entre ces niveaux. Cette théorie expliquait parfaitement les spectres d'émission observés par les scientifiques. Chaque élément chimique possédait sa propre échelle unique, son propre motif lumineux caractéristique, comme une empreinte digitale lumineuse. C'était brillant, c'était révolutionnaire. C'était le langage de l'univers, révélant sa structure discrète et discontinue. Mais un problème se cachait au cœur de cette théorie. Un problème qui allait hanter la physique pendant les 100 années suivantes et qui trouverait un écho dans les préoccupations les plus profondes de Jung concernant la nature de la transformation psychique. Comment l'électron passe-t-il précisément d'un niveau d'énergie à un autre? La réponse de Bohr était aussi simple que troublante. Il effectue un saut instantané. Un instant, il est ici. L'instant d'après, il est là. Et il n'occupe jamais l'espace entre les deux points. Le saut quantique était né, et un homme en particulier le détestait profondément. Carl Jung fut l'un des architectes de la mécanique quantique. En 1925, il développa l'équation d'onde qui porte son nom, la description mathématique de l'évolution des systèmes quantiques au fil du temps. C'est l'une des équations les plus importantes de toute la physique. Mais la vision de Carl Jung en mécanique quantique était radicalement différente de celle de Bohr. Pour Jung, tout était onde, des ondes continues et régulières se propageant harmonieusement dans l'espace et le temps. Les électrons n'étaient pas des particules sautant entre des niveaux discrets. Ils étaient des motifs ondulatoires, oscillant entre différents modes de vibration, à l'image d'une corde de guitare qui peut vibrer à différentes fréquences. Mais la transition entre ces fréquences est continue, et non instantanée. Imaginez un tambour. En le frappant à différents endroits, on obtient différents modes de vibration, différentes tonalités. Carl Jung soutenait que les électrons atomiques fonctionnaient exactement de la même manière. Les prétendus niveaux d'énergie n'étaient que différents modes de résonance. Aucun saut n'était nécessaire. Tout s'écoulait continuellement, comme il se doit dans un univers rationnel et harmonieux. Il ne s'agissait pas d'une simple préférence académique ou esthétique. Carl Jung trouvait l'idée de sauts instantanés physiquement répugnante. Elle violait son intuition la plus profonde du fonctionnement de la nature. Cela lui semblait une capitulation intellectuelle, comme dire « Nous ne comprenons pas cela, alors appelons-le magie et passons à autre chose ». En 1926, Carl Jung rendit visite à Bohr à Copenhague. Malade et alité, Jung vit Jung subir les foudres de Bohr, assis à son chevet, qui débattait sans cesse avec lui des sauts quantiques. Imaginez la scène, ce pauvre homme qui tentait de se remettre de sa maladie, et Bohr implacable, présentant argument après argument en faveur de l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Finalement, épuisé et exaspéré, Carl Jung dit à Bohr « Si nous devons encore supporter ces maudits sauts quantiques, je regrette profondément d'avoir eu la moindre implication dans la théorie quantique. » Telle était l'intensité de sa haine pour cette idée. Mais Carl Jung ne se laissa pas abattre. En 1952, 26 ans après cette discussion animée au chevet de son médecin, il publia un essai en 2 parties au titre provocateur. « Les sauts quantiques existent-ils » Sa réponse était un non catégorique et définitif. Il comparait les sauts quantiques aux épicycles, ces mouvements circulaires complexes inventés par les astronomes du Moyen-Âge pour expliquer le mouvement des planètes dans un univers géocentrique. Les épicycles fonctionnaient mathématiquement. On pouvait prédire la position des planètes dans le ciel, mais ils n'étaient pas réels. C'étaient des constructions ingénieuses de l'esprit humain qui masquaient notre ignorance du véritable système héliocentrique. Carl Jung soutenait que les sauts quantiques n'étaient rien d'autre qu'une commodité mathématique vouée à disparaître au profit d'une véritable compréhension de la mécanique ondulatoire continue. Et son argument résonnait profondément. Il disait «
On n'expérimente jamais avec un seul électron ou un seul atome. Dans les expériences de pensée, on le suppose parfois. Cela conduit invariablement à des conséquences absurdes. C'était en 1952 et il avait raison sur ce point précis. À cette époque, personne n'avait encore observé de sauts quantiques isolés. On ne les avait déduits qu'en observant le comportement statistique d'un grand nombre d'atomes. Alors peut-être Bohr avait-il tort. Peut-être les sauts quantiques n'étaient-ils qu'une fiction utile, une béquille conceptuelle. Peut-être l'histoire donnerait-elle raison à Carl Jung. Mais un événement extraordinaire allait se produire, un événement qui allait tout changer et révéler que Jung avait raison quant à la nature discontinue de la transformation, et que l'univers est bien plus étrange, bien plus magique, et bien plus proche des archétypes et des symboles de l'inconscient que tout esprit rationaliste ne pourrait jamais l'admettre. Faisons un bond de 30 ans dans le temps. Nous voici dans les années 1980, une période où la technologie atteignit enfin un stade où l'impossible devint possible. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des scientifiques réalisèrent ce que Carl Jung n'aurait jamais imaginé voir: piéger et refroidir un atome unique à l'aide de faisceaux laser. Un atome solitaire, isolé dans l'espace, maintenu en place par des faisceaux lumineux précisément réglés. Et en 1986, 3 équipes de recherche différentes accomplirent ce que Jung aurait immédiatement reconnu comme un moment de synchronicité cosmique. Elles observèrent des sauts quantiques dans des atomes individuels, capturant l'instant précis où la discontinuité se manifeste dans la réalité physique. Comprenez comment cela fonctionne, car l'élégance de cette expérience révèle quelque chose de profond sur la nature de votre propre transformation. Prenons un seul atome, par exemple du mercure ou du barium. Il possède plusieurs niveaux d'énergie électronique. Appelons-les, par souci de simplicité, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Exposons maintenant cet atome à un faisceau laser précisément accordé sur la différence d'énergie entre le niveau 1 et le niveau 2. Si l'électron se trouve au niveau 1, il absorbe un photon du laser et passe au niveau 2. Il retombe ensuite immédiatement au niveau 1, en émettant un photon identique dans une direction aléatoire. Ce processus est extrêmement rapide. Dans ces expériences, l'électron passait du niveau 1 au niveau 2 environ 100 millions de fois par seconde. L'atome émet une lueur, une fluorescence. C'est d'une beauté presque hypnotique. Mais voici le plus ingénieux, ce que Jung appellerait le tour de magie, révélant la structure cachée de la réalité. Ces atomes possèdent également un 3e niveau d'énergie, le niveau 3, beaucoup plus stable. Un électron au niveau 3 peut y rester plusieurs secondes avant de se désintégrer. Les chercheurs ont donc ajouté un second laser, réglé pour faire passer l'électron du niveau 1 au niveau 3. Et un phénomène profondément troublant s'est produit. L'atome s'obscurcit. Un instant, il brillait d'une fluorescence éclatante, oscillant rapidement entre les niveaux 1 et 2, vibrant d'une vie lumineuse. L'instant d'après, l'obscurité totale. L'électron sauta au niveau 3 et y resta piégé. Plus de cycle, plus de luminosité. La lumière cessa tout simplement d'exister, comme si la conscience de l'atome avait plongé dans un état de suspension profonde. Puis après plusieurs secondes d'obscurité impénétrable, l'électron retomba du niveau 3 au niveau 1 et la fluorescence reprit instantanément. Allumé, éteint, allumé, éteint. Les chercheurs observèrent des sauts quantiques individuels se produire en temps réel. Et le moment précis de chaque saut semblait totalement aléatoire, imprévisible, exactement comme Bohr l'avait affirmé des décennies plus tôt. Carl Jung avait tort. Les sauts quantiques étaient réels, observables, indéniables. Vraiment? Car c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante, se rapprochant encore davantage de la conception jungienne selon laquelle chaque vérité profonde recèle son contraire. Ces expériences de 1986 ont prouvé l'existence des sauts quantiques, mais elles n'ont pas permis de répondre aux questions fondamentales qui hantaient l'esprit des physiciens. Ces sauts étaient-ils véritablement instantanés? L'électron se téléportait-il réellement sans passer par des états intermédiaires? Ou Carl Jung avait-il partiellement raison? Y avait-il une transition continue sous-jacente à ce qui semblait être un saut discontinu? Et qu'en est-il du caractère aléatoire? Si ces sauts étaient véritablement aléatoires, pourquoi?
Quel mécanisme déterminait leur survenue? Répondre à ces questions exigeait une technologie encore plus sophistiquée. Une technologie qui n'existait pas en 1986, mais qui existe aujourd'hui, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité. Et notre découverte bouleverse totalement tout ce que nous pensions savoir sur la transformation, le destin et le libre arbitre. Permettez-moi de vous parler d'une expérience publiée il y a quelques années seulement. Une expérience si précise, si sophistiquée, qu'elle a enfin résolu un débat centenaire entre Bohr et Carl Jung. Et la réponse qu'ils ont trouvée aurait fait sourire Jung, de ce sourire énigmatique qu'il réservait au grand paradoxe. Ils avaient tous deux raison et tous deux tort simultanément. Une équipe de chercheurs de Yale a créé ce qu'ils ont appelé un atome artificiel. Il ne s'agissait pas d'un véritable atome composé de protons, de neutrons et d'électrons, mais d'un système quantique constitué de circuits supraconducteurs se comportant exactement comme un atome à 3 niveaux d'énergie. L'avantage révolutionnaire résidait dans la possibilité d'observer ce système avec une précision extraordinaire, bien supérieure à celle des atomes réels. Ils ont mis en place le même système à 3 niveaux, un état fondamental, niveau 1, et 2 états excités, niveau 2 et 3. Ils ont placé l'atome artificiel dans une cavité micro-ondes analogue au faisceau laser utilisé dans les expériences précédentes et l'ont ensuite observé avec une précision microscopique. Ce qu'ils ont découvert était absolument stupéfiant. Une révélation qui aurait amené les alchimistes du Moyen-Âge à reconnaître que leurs intuitions symboliques sur la transformation de la matière recelaient des vérités littérales sur la structure de la réalité. Premièrement, les sauts quantiques n'étaient pas instantanés. Ils prenaient du temps, quelques microsecondes, incroyablement brefs mais mesurables. Pendant ce laps de temps microscopique, le système passait par des états intermédiaires, exactement comme Carl Jung l'avait prédit avec sa théorie des ondes. Ces sauts n'étaient pas de la téléportation. Il s'agissait de transformations rapides mais continues. Carl Jung avait raison concernant la continuité, mais voici ce qui a bouleversé l'esprit de tous les physiciens impliqués et qui changera votre compréhension de votre propre vie. On pouvait prédire l'imminence d'un saut quantique. Juste avant chaque saut, le système se comportait différemment. Il existait un signal d'avertissement subtil, un signal précurseur. Les chercheurs ont appris à reconnaître ce signal avec une précision croissante. Et une fois qu'ils y parvenaient, ils pouvaient prédire avec une grande exactitude qu'un saut quantique allait se produire dans les microsecondes suivantes. Rappelons-nous que, selon la mécanique quantique standard, ces sauts devraient être totalement aléatoires, fondamentalement imprévisibles. Aucun avertissement, aucun schéma. Le pur hasard cosmique. Mais il y avait un schéma. Il y avait un signal. Il y avait un avertissement. L'univers murmurait ses secrets à ceux qui savaient écouter. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est possible d'inverser un saut quantique en plein vol. Une fois capables de prédire ces sauts, les chercheurs ont accompli quelque chose d'encore plus remarquable, remettant en question notre intuition la plus fondamentale de la relation de cause à effet. Lorsqu'ils ont détecté le signal d'alerte, lorsqu'ils ont su qu'un saut commençait à se produire, ils ont ajusté le champ micro-ondes dans la cavité, et le saut s'est inversé. Le système commençait à transiter vers l'état excité, puis changeait d'état et retombait à son état fondamental. Ils ont intercepté un saut quantique en plein vol et l'ont inversé. Réfléchissez bien à ceci. Le processus le plus fondamental et supposément aléatoire de la nature, celui que Bohr considérait comme totalement imprévisible et qui constituait le fondement de l'indétermination quantique, s'est révélé prévisible, contrôlable et réversible. Un chercheur l'a parfaitement exprimé en disant « Les sauts ne sont ni instantanés ni abrupts, ils sont au contraire cohérents et continus. » Carl Jung avait raison concernant la continuité, mais Bohr avait raison d'affirmer qu'une véritable discontinuité se produit lorsqu'on soumet le système à une force suffisante. Tous deux décrivaient différents aspects d'une même réalité paradoxale. Nous arrivons ici à une intuition véritablement profonde, que Jung aurait immédiatement reconnue comme correspondant à la dynamique entre le moi et l'inconscient. Quelques mois après l'expérience de Yale, un groupe de physiciens théoriciens publia un article expliquant ce qui se passait réellement sous la surface des phénomènes observés. Ils démontrèrent
qu'il existe en fait deux types de transitions quantiques opérant simultanément dans la nature. Type 1, transition douce, prévisible et réversible. Elles se produisent lorsque le système est faiblement couplé à son environnement. La mesure est douce, l'observation est légère. Dans ce régime, le système peut transiter par un continuum d'états de superposition, exactement comme Carl Jung l'a décrit dans ses équations. La transition est cohérente. Elle obéit à des lois mathématiques déterministes appelées théorie des trajectoires quantiques. On peut la prédire, on peut l'inverser, on la maîtrise. Deuxième type, saut soudain, imprévisible et irréversible. Ils se produisent lorsque le système est fortement couplé à son environnement. La mesure est intense. L'observation provoque un effondrement spectaculaire de la fonction d'onde. C'est l'effet Zénon quantique à l'œuvre. Une observation intense piège le système dans un état et la transition vers un autre état devient abrupte et fondamentalement aléatoire. C'est le véritable saut quantique décrit par Bohr et que Carl Jung abhorrait. Alors, qui a remporté ce débat centenaire? Les deux. La réalité contient ces deux types de transitions, selon la précision de notre observation du système. Et nous voici arrivés au point où tout cela cesse d'être de la physique abstraite pour devenir intensément, urgemment personnel. Vous êtes un système quantique. Votre conscience, votre perception de vous-même, les schémas de pensée et de croyance qui définissent votre identité sont soumis à ces mêmes principes physiques fondamentaux. Jung l'a toujours su, même s'il n'utilisait pas le langage de la physique quantique. Il parlait de complexes, d'archétypes, de transformations symboliques. Mais ce qu'il décrivait, c'était précisément ce phénomène. Voici l'idée cruciale qui changera votre vie si vous la comprenez vraiment. L'intensité de votre introspection détermine le type de transition que vous vivez. Lorsque vous êtes rigidement attaché à votre identité, lorsque vous vous surveillez, vous vous jugez et défendez constamment et intensément votre image de vous-même contre toute menace perçue, vous créez une mesure rigide. Vous figez votre fonction d'onde dans un état fixe et rigide. Et tout changement à partir de cet état devient brutal, aléatoire et souvent déclenché uniquement par une crise extérieure dévastatrice. C'est pourquoi, souvent, les gens ne changent que lorsque la vie les y contraint par une souffrance extrême. Une crise de santé qui frôle la mort, une rupture traumatisante, une descente aux enfers marquée par la dépendance ou la dépression. La forte pression vient de l'extérieur, faisant s'effondrer brutalement leur ancienne identité et les forçant à basculer soudainement dans un nouvel état. On se réveille transformé, car l'univers ne nous a laissé aucun choix. Mais il existe une autre voie, celle que Jung appellerait l'individuation consciente, et que la physique quantique révèle aujourd'hui comme étant littéralement possible. Lorsque vous lâchez prise sur votre identité, lorsque vous vous autorisez à exister dans une superposition, lorsque vous vous observez avec douceur plutôt qu'avec intensité, vous pouvez passer en douceur d'un état intermédiaire à un autre. Vous pouvez prédire le début d'une transformation. Vous pouvez la guider consciemment. Vous pouvez même l'inverser si elle ne sert pas votre plus grand bien. C'est le saut quantique que vous pouvez contrôler. Et tout comme ces chercheurs de Yale ont appris à déceler les signes avant-coureurs d'un saut quantique, vous pouvez apprendre à reconnaître les signes indiquant que vous êtes prêt pour une transformation profonde. Cette agitation que vous ressentez n'est pas fortuite. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est ni de l'ingratitude, ni une insatisfaction pathologique. C'est le prélude à la transformation. Ce sentiment que quelque chose doit changer, sans que vous puissiez identifier précisément quoi. C'est le système qui se prépare à une transition entre différents états de conscience. Ce moment où vos anciennes conceptions de vous-même sonnent soudainement vides et fausses, où les mots que vous utilisiez pour vous décrire ne vous correspondent plus. C'est le début du grand saut. La question cruciale que Jung posait sans cesse était la suivante. Allez-vous lutter contre ce changement et retomber dans votre ancien état par peur de l'inconnu? Ou allez-vous mener à bien la transition et en ressortir transformé? Permettez-moi de rendre cela encore plus concret, plus applicable à votre vie actuelle. Lors d'expériences quantiques, les chercheurs ne se sont pas contentés d'observer passivement, attendant qu'un événement se produise. Ils ont activement créé les conditions nécessaires à ces sauts quantiques. Ils ont réglé les micro-ondes avec une précision absolue.
Ils ont maîtrisé l'environnement avec une grande maîtrise. Ils ont participé activement au processus de transformation. Vous pouvez faire exactement la même chose avec votre conscience. La cavité à micro-ondes de votre esprit, c'est votre environnement psychique, les informations que vous consommez, les personnes que vous fréquentez, les pratiques que vous adoptez, les questions que vous vous posez. Le signal d'alarme, c'est ce sentiment d'insatisfaction, d'agitation ou de profond décalage. C'est votre système qui vous indique qu'il est prêt pour une transition. Le mécanisme d'inversion, c'est votre capacité à reconnaître quand vous vous engagez sur une voie qui n'est pas en accord avec votre vérité profonde et à vous réorienter avant de sombrer dans cet état indésirable. Et la transition douce et continue, c'est ce qui se produit quand vous vous autorisez à changer sans avoir besoin de vous justifier, sans avoir besoin d'une histoire dramatique, sans avoir besoin de validation extérieure. Vous devenez simplement différent, non pas par la force brute de la volonté, non pas par des affirmations répétées mécaniquement, mais par l'alignement avec le processus naturel des transitions quantiques de la conscience. Voici ce que la physique nous dit sans équivoque, sans laisser place à l'interprétation romantique ni aux vœux pieux. L'observation modifie le système. Lorsque vous mesurez un système quantique, vous n'enregistrez pas passivement des informations préexistantes, comme un thermomètre qui mesure la température. Vous participez activement à la détermination de l'état du système. C'est l'effet d'observation. Il a été vérifié expérimentalement des milliers de fois dans des laboratoires du monde entier. Il ne s'agit pas de philosophie spéculative, ni de théorie du complot New Age. C'est une physique solide, vérifiable et reproductible, et elle s'applique à votre vie d'une manière que vous n'avez pas encore pleinement perçue. La façon dont vous vous observez, les histoires que vous vous racontez sur qui vous êtes, les croyances que vous entretenez quant à vos possibilités, le prisme à travers lequel vous interprétez votre expérience, contribuent activement à déterminer votre état dans la réalité. Pensez-vous observer vos limites objectivement? Vous vous trompez. Vous créez ces limites par l'acte même d'observation. Et voici la vérité à la fois belle et terrifiante que Jung a toujours su. Vous pouvez changer ce que vous observez, ce qui signifie que vous pouvez changer qui vous êtes. Mais comment y parvenir sans tomber dans le piège d'une pensée positive superficielle ou du déni de la réalité? Non pas en se mentant à soi-même, ni en niant la réalité présente, mais en reconnaissant que la réalité que vous vivez n'est pas objective, au sens où vous l'imaginez. Elle émerge d'un champ des possibles grâce à votre observation, et vous pouvez choisir de l'observer autrement. Le saut quantique n'est pas un événement passif, mais une démarche à laquelle vous participez activement. Il s'agit d'une collaboration consciente entre votre conscience individuelle et le champ infini des possibles, que Jung appelait l'inconscient collectif. Tout comme ces chercheurs de Yale, une fois le mécanisme profond compris, il est possible d'anticiper la transformation, de la guider consciemment et de l'inverser si nécessaire pour préserver son intégrité. Mais ce principe n'est pas l'apanage des seuls physiciens en laboratoire. Observez ceux qui vous entourent et qui ont appris à appréhender la réalité à ce niveau de perception quantique. Pensez à cette mère célibataire qui, chaque soir avant de s'endormir, se visualisait libérée de ses dettes et voyait se concrétiser des opportunités que les plans financiers classiques n'auraient pu prévoir. Pensez à cet étudiant qui a abandonné ses études et qui a gardé en mémoire l'image de son entreprise avec une telle clarté que ce sont les investisseurs qui l'ont trouvé, et non l'inverse. Pensez à ce patient en phase terminale qui se voyait guéri avec une conviction si inébranlable que les médecins ont qualifié sa guérison de miraculeuse, car ils ne pouvaient l'expliquer par les paradigmes médicaux établis. Cette professeure avait imaginé un poste vacant qui n'existait pas encore et qui s'est créé 3 semaines plus tard, exactement comme elle l'avait visualisé dans les moindres détails. Des chercheurs l'ont prouvé au niveau atomique, dans des conditions de laboratoire contrôlées. Des gens ordinaires en font l'expérience chaque jour à travers des transformations qui défient toute explication matérialiste conventionnelle. Vous pouvez devenir l'artisan de votre propre transformation. Mais il est essentiel de comprendre un point fondamental que Jung a toujours souligné. Il ne s'agit pas d'un processus superficiel relevant du vœu pieux, ni d'une simplification excessive de la loi de l'attraction. Il nous faut maintenant aborder ce que cela signifie concrètement pour vous,
en tant qu'être humain conscient évoluant dans un univers quantique. Car voici ce qui est véritablement fascinant et que la plupart des gens ne comprennent pas pleinement. La mécanique quantique n'est pas qu'une simple métaphore de la transformation personnelle. Elle révèle un aspect fondamental de la relation entre la conscience et la réalité, entre l'observateur et l'observé, entre le sujet et l'objet. Permettez-moi de vous l'illustrer à travers l'expérience la plus célèbre et la plus mal comprise de l'histoire de la physique. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'expérience des fentes de Young. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'elle révèle réellement, car c'est infiniment plus profond que la plupart des gens ne le pensent ou que ce que les vulgarisateurs scientifiques expliquent habituellement. Prenez une particule, un électron ou un photon, projetez-la sur une barrière percée de 2 fentes étroites. Placez un détecteur derrière la barrière pour observer où la particule atterrit. Si vous n'observez pas par quelle fente la particule passe, vous obtenez une figure d'interférence, des bandes claires et sombres alternées qui ne peuvent s'expliquer que si la particule se comporte comme une onde, traversant les 2 fentes simultanément et interférant avec elle-même comme les vagues qui se superposent à la surface d'un lac. Mais si l'on place des détecteurs au niveau des fentes pour observer le trajet de la particule et qu'on l'observe directement, la figure d'interférence disparaît complètement. La particule se comporte comme une particule solide, passant par l'une ou l'autre des fentes, jamais les deux. Même dispositif expérimental, même particule, résultat totalement différent selon qu'on observe ou non. Vous saisissez la portée de cette affirmation? La réalité change selon qu'on l'observe ou non. Voici ce que cela nous révèle sur la structure fondamentale de l'univers. La réalité existe dans un état fluide et indéterminé jusqu'à ce que la conscience interagisse avec elle. L'acte d'observation, la concentration de la conscience attentive sur un objet fait converger la vague des possibles en une actualité fixe. Et il est important de noter ce détail souvent négligé. Ce n'est pas l'observation par une machine inconsciente qui provoque cette convergence. Cela a été maintes fois vérifié. Une machine enregistrant des informations ne provoque pas cette convergence tant qu'un observateur conscient n'a pas consulté les données de la machine. La conscience elle-même semble être le mécanisme de convergence. Jung l'avait pressenti lorsqu'il parlait de synchronicité et de participation mystique à la réalité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie quotidienne? L'interprétation standard de la mécanique quantique, l'interprétation de Copenhague que Bohr a défendue avec tant de ferveur, stipule qu'avant toute mesure, les systèmes quantiques existent en superposition, de multiples états simultanés, toutes les possibilités à la fois, coexistant dans un brouillard de probabilités. Ce n'est que lorsqu'on les observe que le système choisit un état spécifique et se manifeste. Appliquons maintenant ce principe directement à notre vie. Avant même d'observer consciemment notre situation, avant de décider de son sens, du récit que nous lui racontons, des croyances que nous y projetons, elle existe dans une sorte de superposition psychologique. De multiples interprétations sont possibles, de multiples futurs possibles se déploient à partir de l'instant présent. Votre observation consciente réduit ce champ des possibles à une expérience unique et spécifique. Vous pensez observer ce qui est objectivement réel. Mais en réalité, vous déterminez ce qui devient réel par l'acte d'observation lui-même. Il ne s'agit pas simplement de philosophie abstraite, c'est de la physique appliquée à la conscience. Et c'est là que nous devons affiner notre compréhension, car il existe une distinction cruciale entre votre esprit conscient et votre esprit subconscient, distinction à laquelle Jung a consacré toute sa vie. Votre esprit conscient correspond à ce dont vous avez conscience en ce moment même. Vos pensées superficielles, vos intentions exprimées, vos croyances verbalement professées. Votre esprit subconscient, quant à lui, représente la vaste infrastructure de croyances automatiques, de schémas acquis, d'associations émotionnelles et de programmation de survie qui opèrent en deçà de la conscience éveillée. Jung appelait cela l'ombre, les complexes autonomes, le contenu refoulé de l'inconscient personnel. Et c'est là le problème fondamental qui empêche la plupart des gens de réaliser des progrès conscients significatifs. Leur esprit conscient et leur esprit subconscient perçoivent souvent la réalité de manière totalement différente, voire contradictoire. Consciemment, vous pouvez vous percevoir comme digne d'amour,
et de succès. Vous pouvez répéter des affirmations. Vous pouvez sincèrement croire que vous méritez le bonheur. Mais si inconsciemment, vous nourrissez des croyances profondes selon lesquelles vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas le bonheur, que le succès est dangereux ou que l'amour se termine toujours par un abandon, quelle observation, selon vous, a le plus de pouvoir de vous submerger, la superficielle et récente ou la profonde et ancienne? Jung connaissait la réponse. L'inconscient l'emporte toujours lorsqu'il est en conflit avec la conscience superficielle, à moins que vous ne mettiez ce conflit au grand jour et ne l'intégriez. Inconsciemment, à partir d'expériences d'enfance dont vous n'avez même plus conscience, d'échecs passés ayant laissé des cicatrices invisibles sur votre psyché, de messages culturels assimilés par osmose au fil de décennies de conditionnement, vous vous percevez peut-être comme fondamentalement déficient et voué à une lutte éternelle. Devinez quelle perception est la plus forte, la plus apte à façonner votre réalité. L'inconscient l'emporte toujours, car l'inconscient est la mesure la plus profonde. Il est le fondement sur lequel tout repose. Il est l'état fondamental de votre système psychique. Jung a consacré 50 ans à explorer ce territoire obscur et a découvert que l'inconscient n'est pas qu'un simple réceptacle de souvenirs oubliés. C'est un champ actif de forces archétypales qui façonnent la réalité perçue. Voilà pourquoi la pensée positive superficielle est souvent inefficace et ne fait qu'accroître la frustration. Voilà pourquoi les affirmations peuvent paraître vides, voire ridicules, lorsqu'on les répète machinalement devant un miroir. Voilà pourquoi on peut désirer quelque chose ardemment de tout son être sans pour autant le voir se manifester. Il existe un désaccord fondamental entre la perception consciente et la perception subconsciente, un profond désalignement entre les différentes strates de la conscience. Et lorsque la conscience est divisée, lorsque le moi conscient désire une chose, tandis que l'inconscient en désire l'opposé, il est impossible d'harmoniser la fonction d'onde. On crée alors des mesures contradictoires qui s'annulent ou engendrent des interférences chaotiques dans la vie. Cette impression constante de faire un pas en avant et deux en arrière. Allons encore plus loin, à un niveau que peu osent explorer. Je vous invite à percevoir votre propre conscience comme un système quantique où coexistent simultanément de multiples états possibles. À cet instant précis, vous existez dans une superposition de possibles moi. La version de vous-même en pleine santé, pleine d'énergie, prenant soin de votre corps avec une méticulosité extrême, comme d'un temple sacré. La version de vous-même stressée, épuisée, négligeant votre santé de manière autodestructrice. La version de vous-même authentique, en harmonie avec vous-même, exprimant votre vérité sans filtre ni masque. La version de vous-même qui joue un rôle, cherchant à plaire aux autres, dissimulant sa véritable nature derrière des mécanismes d'adaptation sociale. La version de vous-même abondante, créative, et faisant profondément confiance au processus de la vie. La version de vous-même vivant dans le manque, paralysé par la créativité, se défendant constamment contre des pertes imaginaires. Toutes ces versions existent en vous dès maintenant, comme de réelles possibilités. Ce ne sont ni des fantasmes ni des potentialités lointaines. Ce sont des états quantiques en superposition au sein de votre champ de conscience. Laquelle devient votre réalité vécue, votre expérience quotidienne, celle que vous observez le plus intensément. Observer ici signifie s'identifier à cette version, lui porter une attention répétée, se raconter des histoires à son sujet, générer des émotions intenses autour d'elle, prendre des décisions en fonction de celles-ci. Si vous vous observez constamment comme la version en lutte et souffrante, si c'est dans cette conception de vous-même que vous vous effondrez par la répétition de pensées et d'émotions, alors cela devient votre réalité vécue, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que vous exercez votre pouvoir d'observateur quantique pour créer précisément cette réalité. Voici l'intuition révolutionnaire que Jung a tenté de transmettre à travers des symboles alchimiques et un langage mythologique. Vous pouvez changer de perspective à tout instant. Vous pouvez choisir de vous fondre dans un autre moi possible. C'est le saut quantique de conscience dont nous parlons. Et voici le point crucial que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous ne cherchez pas à créer du neuf à partir de rien. C'est absolument fondamental pour une compréhension juste.
Vous ne cherchez pas à créer une nouvelle version de vous-même par un effort surhumain. Vous ne la construisez pas de toutes pièces comme un sculpteur façonne l'argile. Vous n'y avez pas droit par un travail acharné, une guérison intérieure ou un développement personnel accumulé au fil des années. Toutes les versions possibles de vous-même existent déjà en superposition quantique. Vous choisissez simplement celle dans laquelle vous allez vous fondre grâce à l'observation consciente et inconsciente alignée. La version saine, harmonieuse et épanouie de vous-même n'est pas un objectif futur à atteindre après des années d'efforts. Elle existe maintenant, comme une réelle probabilité au sein de votre champ de conscience. La question qui détermine tout est la suivante. Allez-vous l'observer? Allez-vous faire basculer votre fonction d'onde vers cet état spécifique? Ou allez-vous continuer à vous replier sur l'état familier de lutte et de limitation parce que c'est ce que vous connaissez? Ce qui vous rassure dans votre inconfort, ce sur quoi repose votre identité actuelle. L'observation désespérée est une mesure extrême qui, paradoxalement, vous ramène à l'état de celui qui désire ardemment ce qu'il ne possède pas. C'est un cercle vicieux déguisé en espoir. L'observation douce, en revanche, s'apparente à la mesure faible de la mécanique quantique découverte par les chercheurs de Yale. Elle permet une transition harmonieuse entre les états de superposition sans provoquer d'effondrement prématuré. Vous ne forcez rien. Vous ne luttez pas. Vous laissez le possible se réaliser grâce à une attention détendue mais constante. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité du psychisme à maintenir les contraires en tension créatrice jusqu'à l'émergence d'une troisième entité, une synthèse qui transcende les deux. Quatrième étape, détecter les signes avant-coureurs avec une précision croissante. De même que les chercheurs de Yale ont appris à reconnaître les prémices d'un saut quantique quelques microsecondes avant qu'il ne se produise, vous pouvez apprendre à reconnaître quand votre conscience est prête à passer d'un état à un autre. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Cela commence généralement par un profond malaise face à votre état actuel, une sensation viscérale que quelque chose doit changer, sans pouvoir exprimer précisément quoi. Les habitudes vous paraissent soudain vides de sens, comme si vous récitiez un texte auquel vous ne croyez plus. Des changements inattendus surviennent dans vos centres d'intérêt, ce qui capte votre attention, ce qui vous fait vibrer. Des rêves intenses ou des intuitions persistantes sur différentes possibilités se font jour. Vous ressentez physiquement une énergie qui circule ou se libère dans votre corps, notamment au niveau de la poitrine, de la gorge ou de l'abdomen. Ces signes ne sont ni aléatoires, ni dénués de sens. Ils indiquent que votre système se prépare à passer d'un état de conscience à un autre. Ce sont les précurseurs que la physique quantique nous a appris à reconnaître. Cinquième étape cruciale. Menez à bien la transition sans l'interrompre. Lorsque vous sentez le saut se profiler, lorsque vous reconnaissez les signes précurseurs, ne l'interrompez pas en retombant dans la peur ou le doute. Poursuivez la transition, même si elle devient inconfortable. Acceptez l'existence des états intermédiaires prédits par Carl Jung. Faites confiance au processus, même lorsque votre raison vous crie que vous perdez le contrôle. Cela peut être extrêmement désagréable. Vous pouvez avoir l'impression de vous perdre complètement. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Vous abandonnez votre ancien moi pour devenir le nouveau. Mais souvenez-vous, il s'agit d'un saut quantique et non d'une lente ascension. Cela ne nécessite pas des années de thérapie ni une discipline de fer. Cela peut se produire en quelques instants si vous le permettez sans résistance. Il nous faut maintenant approfondir la question de l'échec lamentable de la plupart des tentatives de transformation. Car voici la dure réalité que personne ne veut entendre. Vos intentions conscientes, aussi sincères et intenses soient-elles, ne peuvent rivaliser avec votre programmation subconsciente si elles ne sont pas alignées. La plupart des gens tentent de changer leur vie, en ne modifiant que le niveau superficiel de la conscience, tandis que le subconscient reste intact, agissant en coulisses, tel un metteur en scène invisible qui détermine le véritable scénario de leur existence. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cela se produit et comment combler véritablement ce fossé dangereux entre le conscient et l'inconscient. Votre conscience est organisée en couches, à l'image d'une structure géologique. Il ne s'agit pas d'un mysticisme vague, mais d'un phénomène à la fois neurologique, psychologique et quantique. La couche supérieure correspond à votre conscience éveillée.
vos pensées articulées, vos croyances explicites, votre perception de vous-même et du monde. Mais en dessous se cache une vaste infrastructure invisible, votre subconscient. Jung a consacré sa vie à explorer ce territoire et a découvert qu'il comprend des croyances automatiques formées avant l'âge de 7 ans, avant même que votre esprit critique ne soit pleinement développé. Des associations émotionnelles créées par des expériences douloureuses ou extrêmement agréables. Des schémas de survie hérités de vos ancêtres. Oui, les traumatismes peuvent se transmettre épigénétiquement de génération en génération. Un conditionnement culturel absorbé inconsciemment par osmose sociale. Des schémas acquis lors des premières relations d'attachement avec vos figures d'attachement. Des décisions prises sur vous-même dans des moments de douleur intense ou de peur paralysante à l'âge de 5 ans, alors que vous n'aviez aucun mécanisme de défense psychologique. Cette couche subconsciente effectue la majeure partie de l'observation quantique qui provoque l'effondrement de votre réalité. C'est le principal mécanisme d'effondrement de votre réalité quantique. Et voici le problème dévastateur de la pensée positive superficielle que l'industrie du développement personnel vend comme solution miracle. Vous essayez de modifier l'observation au niveau conscient, alors que le niveau subconscient effectue une observation totalement différente et contradictoire. C'est comme essayer de changer le résultat de l'expérience des fentes de Jung en changeant vos pensées, tandis que le détecteur mesure toujours par quelle fente passe la particule. Le détecteur l'emporte systématiquement. Votre subconscient est ce détecteur. Et tant que vous ne modifiez pas ce qu'il mesure, vos intentions conscientes ne sont qu'un bruit de fond sans réel pouvoir. C'est pourquoi vous pouvez consciemment désirer une relation amoureuse profonde, tout en croyant inconsciemment être indigne d'amour ou que l'intimité est dangereuse. Vous pouvez désirer consciemment l'abondance financière tout en associant inconsciemment l'argent au danger, à la corruption ou à la perte d'intégrité. Vous pouvez vous engager consciemment pour votre santé tout en utilisant inconsciemment la maladie comme un moyen d'obtenir l'attention et les soins que vous ne pouvez pas demander directement. Vous pouvez rechercher consciemment l'authenticité tout en croyant inconsciemment que votre véritable nature est fondamentalement inacceptable et doit être cachée à tout prix. L'observation inconsciente façonne votre réalité selon vos croyances les plus profondes, quels que soient vos désirs conscients et de toute votre volonté. Voici un cadre conceptuel incroyablement utile que Jung utilisait avec ses patients. Considérez votre réalité extérieure comme un miroir parfait de votre inconscient. Non pas vos pensées conscientes que vous exprimez par des mots, mais votre inconscient qui opère dans l'ombre. Tout ce que vous vivez de manière répétée, en particulier les schémas qui persistent malgré tous vos efforts pour les changer, vous révèle ce que votre inconscient croit être vrai à votre sujet et au sujet du monde. Accepter cela peut être extrêmement difficile, car cela implique une prise de responsabilité radicale. Cela signifie accepter que la réalité que vous vivez ne vous arrive pas en tant que victime innocente des circonstances extérieures. Elle est générée par vous-même, à un niveau inconscient. Mais cette vérité, une fois pleinement intégrée, est aussi profondément libératrice. Si votre subconscient crée votre réalité par une observation quantique, alors modifier votre subconscient modifie automatiquement votre réalité. Inutile de lutter sans cesse contre les circonstances extérieures. Il suffit de modifier l'observation intérieure qui les engendre. C'est là que les gens s'enlisent dans un cercle vicieux que Jung appelait névrose. Ils observent leur réalité extérieure, y voient toutes les preuves de leur imperfection, de leurs limites ou de leur indignité, et cette observation consciente renforce la croyance subconsciente. La réalité confirme la croyance crée la réalité. Un cercle vicieux sans fin. Vous vous retrouvez à lutter financièrement mois après mois et vous pensez consciemment « Voilà, je ne suis pas fait pour l'abondance ». C'est la preuve ultime. Mais cette difficulté est alimentée par une croyance subconsciente profonde en la pénurie, probablement forgée durant l'enfance en observant les difficultés de vos parents. Et maintenant, votre observation consciente de ces difficultés renforce cette croyance subconsciente dans un cercle vicieux. Vous vous évaluez comme quelqu'un qui lutte, ce qui vous enfonce encore plus dans cet état de précarité. Comment briser ce cycle apparemment inéluctable?
Rappelez-vous ce que nous avons appris des expériences de Yale. Il existe deux types de transitions quantiques à l'œuvre dans la nature. Le premier est progressif, prévisible et contrôlable lorsqu'on mesure le système avec subtilité. Le second est brutal, aléatoire et souvent traumatisant lorsqu'on le mesure avec force. La plupart des gens ne connaissent de changement que par le biais du second type. Une crise extérieure les contraint à un saut quantique. Ils touchent le fond. Quelque chose se brise irrémédiablement. Leur ancienne identité s'effondre soudainement, les plongeant dans une profonde crise existentielle, et ils sont forcés d'adopter un nouvel état par pure nécessité de survie. Mais il existe une autre voie, moins douloureuse que Jung a longuement explorée. Vous pouvez induire des transitions de type 1 dans votre conscience, en apprenant à vous évaluer avec plus de douceur. Première étape fondamentale. Mettre au jour la croyance subconsciente et la rendre consciente. On ne peut changer ce dont on n'a pas conscience. La première étape consiste donc à rendre l'inconscient conscient, objectif central de la psychologie jungienne. Comment y parvenir concrètement? Observez sans jugement les schémas récurrents de votre réalité extérieure. Ils reflètent votre subconscient avec une précision remarquable. Si vous attirez sans cesse des partenaires qui vous abandonnent dès que vous êtes vulnérable, c'est qu'une croyance subconsciente liée à l'abandon est à l'œuvre. Si vous vous sabotez systématiquement juste avant le succès, alors que la victoire est à portée de main, c'est qu'une croyance subconsciente vous fait croire que le succès est dangereux ou que vous ne le méritez pas. Si vous luttez constamment contre des problèmes de santé malgré tous les traitements médicaux recommandés, c'est qu'une association subconsciente existe entre la maladie et la sécurité, l'amour ou l'estime de soi. Posez-vous la question avec une honnêteté brutale. À quoi devrais-je croire pour que ce schéma soit parfaitement logique? Non pas à ce que je crois consciemment lorsque je l'exprime avec de beaux mots, mais à quoi mon subconscient devrait-il croire pour reproduire ce résultat de façon répétée? Vous y trouverez généralement des croyances primitives comme « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas en sécurité dans ce monde ». L'amour est synonyme de souffrance. Le succès fera de moi une cible. Ma valeur provient de la souffrance. Être vu est dangereux. Et ainsi de suite. Ces croyances se sont formées lorsque vous étiez trop jeune pour les remettre en question dans des moments de douleur ou de peur intense, lorsque votre psychisme était vulnérable et influençable. Je ne mérite pas le bonheur. Si je réussis, je perdrai le contact avec ceux que j'aime. Ma souffrance est ce qui me rend digne d'amour. Le monde est dangereux et je dois rester effacé et invisible. Ces croyances subconscientes se sont formées pour des raisons valables, généralement pour vous protéger dans des situations où vous n'étiez réellement pas en sécurité. Votre subconscient vous protégeait du mieux qu'il pouvait. Un enfant de 5 ans n'a pas les outils psychologiques nécessaires pour gérer un traumatisme ou un rejet de manière complexe. Il crée donc des règles de survie rudimentaires. Mais ces croyances protectrices ne vous sont plus utiles. En réalité, elles vous emprisonnent dans une version de vous-même qui était autrefois nécessaire, mais qui n'est plus qu'une prison. La deuxième étape, absolument cruciale, comprendre l'intention positive qui se cache derrière chaque schéma destructeur. C'est fondamental pour Jung et pour toute véritable transformation. Votre subconscient ne cherche pas délibérément à vous nuire. Chaque schéma, aussi destructeur qu'il puisse paraître de l'extérieur, recèle une intention positive. L'autosabotage peut vous protéger de la vulnérabilité liée au succès et de la notoriété qui l'accompagne. Chercher constamment à plaire aux autres peut vous préserver du rejet que vous avez vécu comme une mort certaine dans votre enfance. Rester effacé et invisible peut vous empêcher de vous affranchir des contraintes familiales et de retrouver ce sentiment d'appartenance, un besoin humain fondamental. Le subconscient ne raisonne pas en termes de nuances ou de complexité. Il établit des équations simples et primitives. Ce comportement m'a protégé autrefois, donc je continuerai à l'adopter indéfiniment. Il est essentiel de reconnaître cette intention positive avec une sincère gratitude. Remerciez-la. Honorez cette part de vous qui a œuvré sans relâche pour vous protéger durant toutes ces années. Car si vous tentez simplement de la contrôler ou de l'éliminer par la seule force de votre volonté, vous déclencherez une guerre intérieure. Et le subconscient remporte toujours les guerres intérieures, sans exception. Il est plus fort, plus rapide
et contrôle votre système nerveux autonome, votre respiration, votre rythme cardiaque, vos réactions de lutte ou de fuite. Troisième étape, transformatrice. Mettre à jour l'information en agissant sur le subconscient. Une fois la croyance subconsciente identifiée et son intention positive respectée, il faut la mettre à jour avec de nouvelles informations. Non pas en la contredisant par la logique rationnelle, ni en essayant de la convaincre par un raisonnement sophistiqué, mais en lui apportant la preuve concrète que les choses ont changé. Le subconscient apprend par l'expérience vécue et non par la pensée abstraite. C'est pourquoi une thérapie purement verbale peut avoir des résultats limités. Vous pouvez comprendre intellectuellement que vous méritez d'être aimé, mais si votre système nerveux ne le ressent jamais viscéralement dans votre corps, votre subconscient ne croira pas à cette affirmation. Il vous faut créer de nouvelles expériences qui révèlent à votre subconscient « Regarde, tu avais raison de me protéger à l'époque où j'étais vulnérable. Mais remarque maintenant, je peux être visible tout en restant en sécurité. Je peux réussir et entretenir des relations profondes. Je peux être authentique et être aimé. » Ça de petites expériences comportementales, de minuscules risques maîtrisés, une confrontation progressive avec ce que vous avez évité pendant des années. Chaque fois que vous survivez, chaque fois que la catastrophe redoutée n'arrive pas, vous reprogrammez votre subconscient cellule par cellule. Vous modifiez votre perception au niveau le plus profond qui soit. Quatrième étape, celle du miracle, l'abandon conscient à ce nouvel état. C'est là que le véritable saut quantique se produit. Une fois que votre subconscient a intégré suffisamment de nouvelles informations, une fois qu'il cesse de se défendre farouchement contre l'issue redoutée, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour vous permettre d'accéder à un nouvel état. C'est à ce moment précis que le signal d'alarme dont nous avons parlé précédemment apparaît. Ce moment où vous ressentez cette inexplicable préparation à la transformation. Et à cet instant critique, vous faites un choix conscient. Vous vous observez différemment, non plus comme la personne qui doit rester repliée sur elle-même et en sécurité, mais comme celle qui est autorisée à s'épanouir pleinement. Vous effectuez un saut quantique vers un nouvel état de conscience. Et voici le plus étonnant, ce changement est brutal. On a l'impression de devenir une autre personne du jour au lendemain, car c'est véritablement le cas. On a exploré une possibilité différente, toujours présente dans notre superposition quantique, mais jamais explorée auparavant. Jung appelait cela une rencontre avec le soi archétypal, ce moment de transformation soudaine où l'on devient celui ou celle que l'on a toujours potentiellement été. En psychologie jungienne, ce processus d'exploration et d'intégration du subconscient porte un nom précis, le travail sur l'ombre. Votre ombre représente tout ce que vous avez renié, refoulé ou nié de vous-même au fil des années. Les aspects de votre vie que vous avez jugés socialement inacceptables, les expériences que vous n'avez pas pu intégrer à l'époque et que vous avez donc enfouies profondément dans votre inconscient. Voici la vérité sur les ombres que Jung répétait sans cesse. Elles ne disparaissent pas lorsqu'on les ignore. Elles agissent simplement en dessous de la conscience éveillée, générant des schémas et des comportements dont vous ignorez l'origine. Chaque limitation dans votre vie comporte une composante d'ombre, une part de vous-même que vous avez rejetée, un aspect de votre expérience que vous n'avez pas pleinement assimilé. Et ce matériau non résolu crée une résistance constante. Il vous ramène sans cesse à vos anciens schémas, quels que soient vos efforts conscients pour les changer. Le travail sur l'ombre consiste à mettre en lumière ces aspects cachés. Non pas pour les juger ou les éliminer comme s'il s'agissait de défauts, mais pour les voir clairement, les comprendre avec compassion et les réintégrer à l'ensemble. Lorsque vous vous réappropriez votre part d'ombre, vous vous réappropriez l'énergie vitale qui servait à la refouler. Vous cessez de vous livrer à une guerre intérieure sans fin. Vos observations conscientes et subconscientes s'alignent enfin. Et lorsque cet alignement se produit, le saut quantique devient naturel, car vous n'êtes plus divisé intérieurement. Vous êtes entier, et de cette plénitude n'est pas quelque chose que vous devez forcer par une discipline héroïque. Elle émerge naturellement comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Le but ultime n'est pas simplement d'accéder à une identité égocentrique nouvelle, plus réussie ou plus admirable. Il s'agit d'effectuer un bond quantique vers l'alignement avec votre âme.
l'essence la plus profonde et la plus authentique de votre être, au-delà de toutes les couches de conditionnement social et de traumatisme personnel. Votre âme est la part de vous qui existait avant que vous n'appreniez à ressentir la honte, avant que vous ne développiez des mécanismes de défense complexes, avant que vous ne fassiez vôtres les attentes des autres. C'est votre état originel, votre état fondamental en termes quantiques. Et voici la découverte profondément belle de Jung. Votre âme n'est pas endommagée. Elle n'a pas besoin de guérison car elle n'a jamais été blessée. Elle est déjà entière. Tout ce que vous croyez brisé en vous n'est qu'une superposition de mécanismes de protection que vous avez érigés autour de votre essence même. Le saut quantique vers l'alignement survient lorsque vous cessez de vous identifier à ces mécanismes et commencez à vous identifier à votre essence pure. Vous réalisez alors avec une clarté absolue: je ne suis pas mon traumatisme, je ne suis pas ma peur, je ne suis pas mes croyances limitantes, je suis la conscience qui perçoit tout cela, l'observateur, le témoin, l'espace où toute expérience naît et disparaît. Et de cette identification à la conscience pure découle un changement fondamental. Vous observez désormais du point de vue de votre âme et non plus de celui de votre ego blessé. Votre âme perçoit l'infinité des possibles, non la limitation. Elle voit sa dignité intrinsèque, non son imperfection imaginaire. Elle connaît son pouvoir créateur, non son apparente défaillance. Lorsque votre âme devient l'observatrice première de votre réalité, vous vous fondez dans des réalités qui reflètent cette vérité essentielle. C'est le saut quantique qui transforme absolument tout dans votre vie. Permettez-moi maintenant de rendre tout cela concret, de l'appliquer à votre vie quotidienne. Comment y parvenir concrètement? Car comprendre la théorie est précieux, mais si vous ne pouvez pas l'appliquer concrètement, elle reste une simple philosophie intéressante, sans pouvoir transformateur. Tout repose sur le relâchement de votre emprise sur votre identité figée. Il faut d'abord comprendre que l'intensité de votre auto-observation critique est précisément ce qui vous maintient dans votre état actuel. Réfléchissez honnêtement. Combien de fois par jour vous demandez-vous si vous êtes toujours la personne que vous croyez être? Vous scrutez vos pensées de manière obsessionnelle. Vous jugez vos sentiments, les qualifiant de justes ou de faux. Vous évaluez constamment si vous êtes assez bon, assez productif, assez bienveillant. Cette auto-surveillance constante est une forme de mesure brutale. Elle continue de vous enfermer dans votre identité habituelle. Le premier exercice est simple mais profond. Cessez de vous observer avec autant d'intensité et de critique. Pratiquez l'observation bienveillante. Au lieu de juger ou d'analyser chaque pensée, observez-la simplement sans commentaire. Lorsqu'un schéma de pensée familier surgit, je ne suis pas à la hauteur, j'échoue toujours, personne ne me comprend, ne le combattez pas par des pensées contraires. N'essayez pas de le remplacer par une affirmation positive forcée. N'analysez pas son origine comme un archéologue du cerveau. Contentez-vous d'observer sa présence. Ah, cette pensée est de retour, comme si vous regardiez des nuages dériver dans le ciel. Vous n'êtes pas le nuage passager, vous êtes l'immensité du ciel qui demeure. Les nuages ne font que vous traverser. Cela peut paraître trop simple pour être puissant, mais c'est le fondement de tout. Car lorsque vous cessez de combattre vos pensées, de vous identifier à elles comme si elles étaient vous, de vous mesurer à elles, vous affaiblissez leur influence. Vous créez un espace où d'autres possibilités peuvent émerger naturellement. Essayez ceci dès maintenant en lisant ces mots. Observez ce à quoi vous pensez en ce moment. Puis, observez que vous observez. Cette conscience observatrice est votre véritable essence. Non pas le contenu de vos pensées, mais la conscience elle-même. Plus vous vous attardez dans cette posture d'observateur, moins vous vous enfermez dans des identités figées. Le saut quantique dont nous avons parlé tout au long de ce texte n'est pas de la science-fiction appliquée naïvement à la vie personnelle. Il s'agit de la structure même de la réalité qui opère en vous en cet instant. Vous existez dans la superposition de multiples facettes de vous-même. Vous avez le pouvoir de choisir laquelle d'entre elles se concrétisera dans la réalité grâce à l'alignement de votre observation consciente et inconsciente. Cette vidéo n'est pas à regarder passivement et à oublier demain. C'est un guide pour une transformation radicale que vous pouvez appliquer immédiatement. Carl Jung a consacré sa vie à démontrer que la psyché humaine n'est pas figée,
mais fluide. Cette transformation ne requiert pas des décennies d'efforts progressifs. Elle peut survenir lors de moments d'intuition profonde, lorsque vous percevez enfin la vérité sur votre véritable nature, au-delà des masques et des défenses. La physique quantique nous a fourni le langage scientifique pour décrire ce que Jung pressentait intuitivement à travers les symboles et les mythes. Si ce texte a résonné en vous, si quelque chose en vous a reconnu la vérité de ces mots, alors vous êtes à l'aube d'un grand changement. Le signal d'alarme est allumé. Vous êtes prêt et pour la transition. La question est simple, allez-vous la laisser se produire? Laissez un commentaire ci-dessous, anonyme si vous le souhaitez, pour nous dire quelle partie de ce texte vous a le plus marqué et quelle croyance subconsciente avez-vous reconnue à l'œuvre dans votre vie? Quel changement radical êtes-vous prêt à accomplir? En l'exprimant par des mots, vous renforcez votre intention consciente. Aimez cette vidéo si elle vous a été utile et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce chemin de transformation profonde. Car ce n'est que le début. Le changement radical vous attend. Il vous suffit de choisir une autre façon de voir les choses. Votre véritable essence existe déjà. Laissez-vous absorber par elle dès maintenant.